Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Bienvenue pour cette deuxième journée du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile qui vous accueille avec une première table ronde intitulée « Le domicile, lieu essentiel de toutes les préventions ». Les Français passent en moyenne entre 12 et 18 heures par jour chez eux. Il est donc vraiment essentiel de réfléchir aux enjeux de sécurité et de bien-être qui en découlent. La convergence des phénomènes tels que la perte d'autonomie, les accidents domestiques, les risques professionnels et la maltraitance est alarmante. 1,4 million de personnes bénéficient d'une allocation pour perte d'autonomie et il y a 4 fois plus de décès à domicile qu'à la suite d'accidents sur la route. De plus, les salariés intervenants, je sais que vous êtes nombreux dans la salle, les intervenants à domicile sont exposés à un taux de sinistralité 3 fois supérieur à la moyenne nationale, tandis que les aidants font face à des risques d'épuisement très élevés. Alors nous allons essayer de définir comment mieux accompagner ces publics fragiles. Nos invités vont partager avec nous un panorama des dispositifs de prévention en place et proposer des solutions concrètes pour renforcer la détection des risques et améliorer la gestion des situations sensibles. Merci d'accueillir donc nos invités qui sont d'une part Halim Bouchanine, formateur référent chez Préventeur. Avec nous également Serge da Mariana, directeur général du groupe IRSEM. Stéphane da Silva, ingénieur conseil, pilote du secteur sanitaire et médico-social à la CRAMIF, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Fleur Desrousseaux, qui représente dignement les femmes aujourd'hui sur ce plateau. Fleur Desrousseaux, responsable des services et établissements de répit à la Fondation France Répit à Lyon. Et avec nous également Bertrand Fougère, gériatre au CHU de Tours et copilote du grand défi dispositifs médicaux numériques et bien vieillir. On en parlera bien évidemment. Et avec nous également Pierre Roux, président de l'ADPA, ADEPA on dit, voilà, ADEPA, Association des directeurs au service des personnes âgées. Merci à tous les 6 d'être présents avec nous aujourd'hui pour débattre de ce sujet important. Alors, première question, je me tourne vers vous, Bertrand Fougère, en tant que gériatre. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel aujourd'hui de se concentrer sur le domicile en tant que lieu de prévention ? Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation et puis l'organisation de cette conférence. Alors pourquoi c'est important ? Alors c'est d'abord important de s'intéresser aux personnes âgées tout court. Et donc derrière de s'intéresser au domicile, c'est important parce que quelques chiffres quand même. La population âgée, vous en rendez compte juste en vous baladant dans la rue, mais la population vieillit. Il y a déjà plus de personnes âgées de plus de 60 ans en France que de moins de 5 ans. Et d'ici 2050, ça représentera 30% de la population. Et dans cette population qui vieillit, on l'entend au quotidien. Et puis même si je vous le demande à tous, tout le monde dit j'ai envie de vieillir dans mon domicile. Donc pourquoi c'est important de faire de la prévention et pourquoi c'est important aussi de soutenir ce domicile ? Parce que pour rester dans son domicile, il faut anticiper les choses et je pense que ça va être un des messages qu'on va faire passer en fait tout au long de cette conférence. Il faut le préparer. Si on veut rester dans son domicile, il faut à la fois faire de la prévention sur notre vieillissement en santé, et ça aussi on va en discuter, et à la fois sur l'aménagement de son logement qu'il faut faire le plus précocement possible. Parce que si on veut rester chez soi, il faut l'organiser, il faut le préparer pour aussi éviter l'isolement, ça aussi on pourra en parler, et être le plus heureux dans sa qualité de vie à domicile. Alors justement, vous avez évoqué le sujet. Il faut d'abord évidemment s'intéresser à l'âge et aux personnes au grand âge. C'est votre sujet, Pierre Roux. Vous, c'est quelque chose que vous faites depuis un peu plus de 35 ans maintenant, en tant qu'infirmier d'abord, aujourd'hui en tant que directeur de l'ADEPA. Est-ce que vous pouvez justement, ça marche, ne vous inquiétez pas, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience justement en tant qu'infirmier d'abord et puis professionnel autour du sujet de l'agisme? C'est quelque chose qui vous a intéressé très jeune en fait. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer en 35 ans ? Oui, bonjour à tous et merci d'être venus à cette conférence. Je pense qu'on est tous passionnés par le sujet et effectivement, je suis tombé, amoureux de ce métier, de ce secteur personnes âgées vers l'âge de 25 ans, alors que je faisais ma formation d'infirmier, parce que le grand âge, alors il y a une phrase qui est dite par Baruch Spinoza, il disait: la longévité, c'est le temps nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre humaine. Et quand, pour la première fois, sur les coups d'une vingtaine d'années, on commence à entamer les soins
intime auprès d'une personne âgée, qu'on découvre à la fois une force de vie et en même temps une grande fragilité, et qu'on voit toute cette histoire personnelle d'une centaine d'années se dérouler et être si proche, évidemment, ça renvoie à sa propre existence, et ça renvoie aussi à l'intérêt d'accompagner la longévité et de faire en sorte que chacun de nos aînés puisse vivre dignement et conserver le goût de vivre jusqu'au bout. Alors ce que l'on constate, ce que j'ai constaté depuis de nombreuses années, c'est qu'en France, mais dans d'autres pays aussi, contrairement à des pays asiatiques ou africains où le vieillissement est célébré et valorisé, malheureusement en France, le vieillissement s'accompagne de 3 processus. Alors, nous avons un professeur avec nous, il en parlera bien mieux que moi, mais altération des fonctions physiques, cognitives, sensorielles. Mais à côté de ça, il y a aussi une dévalorisation du grand âge, qui commence d'ailleurs par l'autodévalorisation des personnes, parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles perdent un certain nombre de capacités. Tout le monde se focalise sur les pertes, personne sur les gains de ce qu'apporte l'âge. Et il y a un 3e élément qui rentre en ligne de compte, un 3e processus qui a été évoqué par le professeur tout à l'heure, c'est une sorte de désinclusion progressive. Il se trouve qu'à un moment donné de l'existence, ces 3 processus faisant leur œuvre, un événement malheureux survient, et là, patatrac, il y a une situation, alors c'est un accident de la vie à domicile, ça peut être une chute, ça peut être une maladie, un entourage défaillant. Il faut changer le fusil d'épaule, il faut intervenir à domicile, il faut aider la personne. Et là, nous, à ADEPA, nous attirons l'attention du plus grand nombre en disant « Attention, quand on associe dans notre pays handicap, maladie et âge, on a tendance à encapsuler tout ça dans un seul terme que nous jugeons odieux et inapproprié, qui est le terme de dépendance. Le terme de dépendance qui indique que la personne est désormais sous contrôle d'autrui. Ça peut être la famille, ça peut être les professionnels, ça peut être son environnement proche. Et c'est là qu'à domicile, on parle beaucoup du virage domiciliaire, mais il faut aussi parler de ce virage à domicile pour chaque personne. Dès lors qu'on met la personne en situation d'objet de soins, on a tendance à l'enfermer, à la priver de ses libertés au nom de la sécurité. Et c'est là que la personne risque de se désinvestir. Et c'est à ce moment-là, justement, précisément à mon sens, qu'il convient de mettre en œuvre toutes les techniques de prévention, à condition qu'elles se fondent au service de la personne et de sa volonté. Voilà. Et ça, c'est important, bien évidemment. L'aspect humain est essentiel. Ça commence par là. Et c'est la principale difficulté. L'ADPA, l'association donc, des directeurs au service des personnes âgées, quel est son rôle exactement ? Alors, l'ADEPA, c'est une association de directeurs de 2000 adhérents. Cette association est au service des directeurs qui sont eux-mêmes au service des personnes âgées. Et donc, on agit à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est auprès des pouvoirs publics, auprès de l'opinion publique. On essaye de lutter contre l'agisme. On est dans un pays malheureusement agiste, où le grand âge est considéré comme une charge et on ne voit jamais que c'est aussi un produit, que c'est aussi une richesse. Donc on milite pour un enrichissement de toutes les générations par toutes les générations. On agit aussi auprès des directeurs pour les accompagner dans des métiers qui sont extrêmement difficiles, avec de plus en plus d'obligations et de plus en plus de moins en moins de moyens. Et donc l'écart se creuse et il faut aider les directeurs pour qu'eux-mêmes puissent aider leur équipe et aider leur équipe à développer l'autodétermination des résidents qui permet de retomber sur le pouvoir d'agir sur lequel se greffent toutes les techniques de prévention des pertes de capacité. Et puis on agit aussi directement auprès des personnes âgées à travers l'association Citoyen Âge, qui est un marqueur de l'ADEPA. Citoyen Âge, c'est de dire les vieux, c'est pas péjoratif dans ma bouche, on va dire les adultes vulnérables s'expriment, les professionnels écoutent, parce que personne ne sait ce que ça fait d'avoir 95 ans ou 100 ans tant qu'il ne les a pas atteints. Et donc c'est ça, Citoyen Âge, et l'ADEPA est là pour promouvoir la citoyenneté et le goût de vivre jusqu'au bout. Merci Pierre Roux. Alors, vous avez des fans dans la salle, hein, c'est bien. Ils ont du parti pris, vous l'avez compris.
Le sujet, c'est vraiment les préventions, le domicile, lieu essentiel de toutes les préventions. La prévention, à Team Bouchanin, c'est votre sujet premier avec Préventeur. Vous êtes formateur. Vous pouvez nous présenter Préventeur et nous dire quel est votre rôle au sein de Préventeur? Bonjour, donc effectivement, merci. Nous sommes effectivement la société Préventeur, qui est une société qui est spécialisée... Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende bien. Là, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Qui est une société qui est spécialisée dans les formations et les animations autour de la prévention des risques, les accidents de la vie courante, et puis des formations qui sont dédiées notamment au personnel santé dans les EHPAD, dans les centres hospitaliers, mais également dans la formation sur la petite enfance. Donc effectivement, aujourd'hui, la formation est quelque chose de primordial, d'important. Pour reprendre les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de personnel formé pour intervenir, qu'ils sachent, qu'ils comprennent ce que vit la personne. Ça, c'est un aspect très important, la compréhension, justement. C'est primordial, c'est vital. On nous demande d'intervenir et de prendre en charge, de comprendre les difficultés, mais sans avoir vécu ni avoir reçu une formation proche de cette compréhension. Si vous voulez, on va rester dans la thématique généraliste, qui est une information. L'exemple le plus courant qu'on pourrait prendre, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'une cataracte? Alors, une cataracte, c'est on voit flou. Ok, d'accord. Donc, sur le principe, c'est on voit flou. Donc, comprenez qu'on voit flou. Et vous faites quoi avec cette information? Si par contre, on sort du système pédagogique classique et qu'on entre en andragogie dans la formation et dans l'approche, si on part du principe de faire vivre une formation à travers la proprioception, vivre pour comprendre, à ce moment-là, je peux demander à la personne qui intervient de mieux comprendre, mieux interagir. On se bat beaucoup aujourd'hui pour la bientraitance, pour comprendre la maltraitance, pour comprendre que quelquefois, même en essayant d'agir du mieux que l'on peut, on a malgré tout une attitude qui peut, dans certains cas, être maltraitante. Comment la comprendre, comment prendre le recul et comment mieux interagir. Et si vous voulez, Préventeur, aujourd'hui, a cet avantage dans sa façon d'interagir, d'utiliser, et vous pourrez le voir sur le salon pour ceux que ça intéresse, à travers la maison géante, où on peut faire une interaction avec les professionnels ou monsieur et madame tout le monde sur... Voilà, c'est ça, parce que vous ne vous adressez pas qu'aux professionnels dans Préventeur. C'est ça, on peut s'adresser autant au grand public qu'on peut s'adresser à des professionnels. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la proprioception, l'idée c'est vivre pour comprendre, c'est venez visiter un espace qui a été mis au poids pour les objets et à la taille pour les différents instruments, pour comprendre ce que vit un enfant de 2 ans et les interactions et les accidents qui peuvent en découler. Vous avez une difficulté au niveau de l'arthrose et vous avez une difficulté avec une cataracte. Je fais vivre aux professionnels à travers des objets cette cataracte et cette difficulté avec l'arthrose. On va évoluer sur différents plans, que ce soit l'accompagnement de la personne, le transfert, pour ceux qui connaissent le terme, la façon dont on va pouvoir interagir, gérer le repas. À partir du moment où vous comprenez la pathologie, à partir du moment où vous l'avez vécu et que vous comprenez quelle est la difficulté, je n'ai plus besoin de vous montrer, vous avez la connaissance et le professionnel, je vous ai montré ce que vit la personne, maintenant interagissez en tant qu'adulte pour pouvoir prendre en compte les difficultés de la personne. Merci. Alors Serge Damariana, vous êtes directeur général du groupe IRSEM. Quel rôle joue le groupe IRSEM aujourd'hui dans la prévention liée notamment aux emplois à domicile? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais être sur un palier différent. Aujourd'hui, le groupe IRSEM, c'est un groupe de protection sociale qui a vocation à couvrir et à gérer la prévoyance obligatoire pour les salariés intervenant au domicile. Donc notre objectif à nous aujourd'hui est réellement la santé et la prévention pour les salariés intervenant au domicile. Donc j'ai entendu professeur Vougère qui parlait qu'il faut adapter au plus vite son domicile, mais aujourd'hui il faut dire que le maintien à domicile est possible aussi grâce aux auxiliaires de vie qui peuvent aujourd'hui permettre à une personne de rester le plus longtemps possible à son domicile. Mais pour pouvoir finalement accéder au maintien à domicile, il faut que les personnes qui interviennent au domicile soient elles-mêmes en bonne santé et bénéficient aussi des actes de prévention. C'est extrêmement important. Donc le groupe IRSEM, comme je vous dis, c'est le groupe de gestion prévoyance obligatoire des salariés du particulier employeur intervenant, et aussi on gère la retraite complémentaire
du secteur pour à peu près 800 000 retraités. Donc en termes de combien de personnes nous couvrons? À peu près 1,2 million de personnes qui sont couvertes par ces garanties de prévoyance. Et qu'est-ce que c'est la prévoyance? C'est essentiellement tout ce qui est garantie complémentaire sur l'incapacité, l'invalidité, le décès et les maladies redoutées. Quand on a préparé cette table ronde, on m'a demandé quelques chiffres. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais les chiffres sont assez vertigineux. C'est à peu près 123 millions de prestations en incapacité invalidité. 123 millions de prestations. À peu près 180 millions en incapacité payés en invalidité. C'est à peu près 120 millions en incapacité, 60 millions en invalidité. On voit déjà 6 millions pour le décès et 10 millions pour les maladies redoutées. Alors, qu'est-ce que c'est les maladies redoutées? C'est aujourd'hui un droit qui est ouvert pour des cancers, des maladies d'Alzheimer, Parkinson, qui sont ouverts à indemnisation par le groupe IRSEM. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on voit énormément augmenter finalement ces maladies redoutées. On voit les prestations augmenter. Donc nous, aujourd'hui, sur ce constat-là, et d'autres constats qu'on a pu mener, notre action se situe surtout sur des axes de prévention tout au long de la vie pour les personnels qui interviennent au domicile, qui est réellement un enjeu sociétal pour la bonne santé et essentiel pour l'emploi à domicile. Parce que je le rappelle, sans la bonne santé de l'auxiliaire de vie, on ne peut pas demander au particulier employeur d'être en bonne santé. Et donc, on change un petit peu notre fusil d'épaule et nous, on considère que la prévention précoce est extrêmement importante pour maintenir son capital santé. Pour identifier ces fragilités, parce qu'on considère que à partir d'un certain moment, ces problématiques, ces fragilités sont plus réversibles et on veut essayer d'intervenir au plus tôt pour rendre ces vulnérabilités totalement réversibles. Mais la santé, ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé psychologique. Et qui sont vraiment à des moments critiques de vie, qui sont assez simples. Aujourd'hui, en moyenne, nos personnes que nous couvrons ont à peu près 49 ans. 49 ans, dans 10 ans, les enfants vont quitter le domicile. On peut avoir des actes de vie relatifs aussi à des séparations de couple, donc des actes de vie qui vont créer aussi un isolement social. Et une personne qui n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas lui demander d'avoir le sourire pour venir s'occuper de la personne âgée et de maintenir domicile. Donc dans le dispositif finalement de la prévention au domicile, nous on intervient vraiment pour ce bien-être, ce mieux vivre des salariés pour pouvoir finalement contribuer à ce maintien le plus longtemps possible à domicile. Et nous on croit vraiment que c'est un dispositif vertueux. Qui permet de se maintien à domicile de la personne le plus longtemps possible. Je rappelle que, je vais peut-être donner des chiffres qui font peur, mais lorsqu'une personne rentre en EHPAD, c'est 2 ans de vie en moins. Et quand on reste à domicile, finalement, c'est sa psychologie, sa santé mentale qui est aussi extrêmement importante. Et on doit, aujourd'hui, on a les dispositifs pour pouvoir le faire. Il y a une vraie tendance aujourd'hui, quand même, on le sent. Enfin, je sais pas, je pose la question un peu à tout le monde. Atim, je sais que vous vouliez réagir. Oui, c'est extrêmement intéressant parce que une des choses qu'on a vu arriver en mode post-Covid dans les formations et dans les demandes que nous font beaucoup les centres, c'est l'accompagnement à la charge mentale, l'accompagnement au mieux-être au travail, l'accompagnement à le lâcher-prise. C'est quelque chose qu'en fait on prend de plus en plus en compte, qu'on nous demande de plus en plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce qu'on oublie de dire et ce qu'on oublie régulièrement de faire, et nous le rappelons régulièrement dans notre formation, quand vous êtes dans l'accompagnement pour la prise en charge et pour aider et pour accompagner, la première personne dont vous devez prendre soin, c'est vous-même. Oui. Et que ce soit en tant qu'aidant familial ou en tant qu'aidant professionnel. On pointe très souvent l'aidant familial parce que c'est ce qui nous marque, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'aidant professionnel est techniquement dans le même état. Bien sûr, et on va détailler tout cela avec Fleur Desrousseaux aussi dans un instant, parce que c'est un sujet Je vais cacher ma fiche, la regarder, parce que c'était les sujets que j'allais... Désolé. C'était les sujets que je voulais aborder, parce que il faut pas oublier qu'on traite de l'humain... Non, je plaisante.
On traite de Non, mais l'humain. c'est très bien comme ça. Voilà, C'est parfait. on traite de l'humain et on oublie souvent que la personne intervenant au domicile, c'est une personne humaine qui a aussi ses tracas familiaux qui sont dans les danses. Tout à l'heure, je parlais d'isolement social dans des actes de vie au cours de la vie. Mais vous avez aussi, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Fougère, une population qui vieillit de plus en plus. Et cette population, ce sont nos parents, ce sont nos grands-oncles, ce sont nos... etc. pour lesquels, finalement, leur apporter une aide de tous les jours, ça nous paraît normal. Et c'est normal. Il faut que ça continue à être normal. Mais cette aide aussi, c'est une charge mentale qui vient s'ajouter finalement à la charge du travail et à cette charge qui est une charge psychologique et qui va devenir une charge physique et par nature va entraîner des fragilités. Et si on n'intervient pas, on n'en prend pas conscience le plus rapidement possible, on n'intervient pas sur ces fragilités, avant de devenir ce que j'appelle irréversible. Et cette irréversibilité, c'est quelque chose que vous allez porter toujours dans votre vie le plus longtemps possible. Et quand vous allez partir à la retraite, qui est la troisième vie, et que vous-même vous devenez, je veux dire, acteur du vieillissement à domicile, finalement, vous allez porter ces fragilités que vous n'avez pas soignées ou être acteur de la prévention ou réceptif à l'acculturation de la prévention. Et donc finalement, vous-même, vous créez des vulnérabilités dans le temps. Et nous, on essaye de développer cette démarche proactive, d'identifier cette fragilité tout au long, qui sont sur les surcharges de travail, stress, accidents, hospitalisation ou encore du rôle du aidant, c'est ce que vous disiez. Et ce qui va nous permettre aujourd'hui de poser des diagnostics individualisés et de commencer à travailler sur de la prévention ciblée et pas des préventions comme on voyait précédemment, c'est-à-dire venez, on va vous faire un cours sur le TMS, comment bien prendre les poids, gestes et postures. Oui, c'est important, c'est très 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 important, mais il faut qu'on prenne en considération qu'il y a d'autres mots, et pas MOTS, MAUX, qu'il faut soigner. Il ne faut pas les ignorer, il faut intervenir le plus rapidement possible, le plus précoce. Alors, je comprends qu'il faut que je diminue le temps. C'est pour laisser la parole aux autres aussi, si ça et vous après, dérange pas, mais j'arrête. je vous la redonnerai. Et après, j'arrête. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et c'est vraiment travailler sur cette anticipation et ce ciblage le plus rapidement possible, parce que la prévention, j'ai envie de dire, c'est comme les actes médicaux. Tout n'est pas adaptable à tout le monde. Bien sûr, Et maintenant, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir le faire. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il faut qu'on aille vite. Voilà, exactement. Merci. Alors Pierre Roux, je sais que vous vouliez intervenir, mais je vous donne la parole. J'aimerais qu'on entende aussi Fleur dans un instant, mais Stéphane Da Silva, je mélange les pinceaux entre les prénoms. Stéphane Da Silva, parce que par rapport à ce que Serge disait il y a quelques instants, vous, à la CRAMIF, la Caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France, vous avez justement mis en place des mesures d'accompagnement sur la prévention, autour de la prévention. Oui, merci. Voilà. Oui, donc au niveau de la CRAMIF, nous avons un rôle. Donc on s'intéresse, nous, plus particulièrement aux conditions de travail. Parlez bien aux conditions de travail des salariés qui interviennent à domicile. Donc on a au niveau de la CRAMIF ou des CARSAT en région, donc on a des dispositifs en fait d'accompagnement. Donc on a des équipes qui accompagnent les structures à domicile justement dans la mise en place d'une démarche de prévention. Nous avons aussi des dispositifs d'aide financière, je tiens à le rappeler, qui est malheureusement très peu utilisé dans le secteur à domicile. L'État nous a donné une subvention de l'ordre de près d'1 milliard d'euros sur le FIPU, le Fonds d'indemnisation pour l'usure professionnelle, dont toutes les structures à domicile peuvent bénéficier. Donc il suffit aux structures. Pourquoi ? Parce qu'on le sait Alors, pas. On peut utiliser en fait ces dispositifs pour des achats d'équipements, à hauteur pratiquement à hauteur de 70% à minima. Et s'il y a un accord de branche, et ce qui est le cas dans le secteur associatif notamment, on monte les subventions à 80%, 85%.
pour des formations dans le secteur, donc des actions de sensibilisation ou sur la prévention des risques professionnels. Donc on subventionne à hauteur minima 70, donc ça peut profiter à certaines structures justement à faire de la prévention des risques professionnels. Des aménagements de postes éventuels sur prescription du médecin du travail, donc on subventionne les structures. Voilà, donc il y a quand même de nombreuses aides financières. Il y a de l'accompagnement par des équipes professionnelles chez nous, des structures, puisque notre objectif pour nous, la CRAMIF, c'est de faire baisser la sinistralité dans ce secteur. Alors, je vais juste vous donner 3 chiffres, ou peut-être 3 chiffres importants. Il y a quand même 2 fois plus d'accidents du travail avec arrêt dans le secteur de l'aide à domicile que dans le BTP. Voilà, donc il y a 2 fois plus de risques d'avoir un accident du travail pour les intervenants que dans le secteur du BTP. 3 fois plus que tout secteur confondu. Donc ce sont quand même des chiffres importants. Si on utilise un peu un terme technique qui est l'indice de fréquence, qui est le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés, on est ce qu'on appelle les indices de fréquence de l'ordre de 100, c'est-à-dire que 10% des salariés qui travaillent dans le secteur auront un accident du travail. Voilà, c'est énorme. Voilà, donc on ne voit pas pour le moment là, une tendance à la baisse. Malheureusement, ça fait que de monter depuis quelques années. Ça a dépassé le BTP il y a une dizaine d'années. Voilà, donc nous, on intervient vraiment pour mettre en place avec les structures des outils. Donc il existe de nombreux outils qui ont été développés en partenariat avec l'INRS, avec toutes les caisses d'assurance maladie de toutes les régions, suite à différentes études qui ont été menées par nos services. Voilà, et des outils, on en parlera dans un instant avec Bertrand Fougère, notamment des outils numériques, mais j'aimerais, Fleur Desrousseaux, qu'on parle, parce que le sujet des aidants a été évoqué à plusieurs reprises par Atim, par Serge notamment. Vous, c'est votre sujet de prédilection, notamment au sein de la Fondation France Répit. Vous nous présentez en quelques mots, France Répit. Merci. Oui. Bonjour à tous. Donc effectivement, la Fondation France Répit, c'est une fondation qui a pour objectif de promouvoir l'offre de répit pour les proches aidants. Donc on en a déjà parlé, les proches aidants, ils sont 9,3 millions en France et c'est toute personne qui accompagne dans son entourage familial, amical, de voisinage, une personne fragilisée par l'âge, la maladie ou le handicap. Ça peut être un parent d'enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être, je vous disais aussi même plus large que l'entourage familial. La Fondation France Répit, elle existe depuis une dizaine d'années, basée à Lyon, avec pour projet un peu emblématique, le développement de maisons de répit. Donc ces maisons de répit, ce sont des maisons médicalisées, même si tous les marqueurs du soin sont le plus gommés possible pour avoir vraiment une atmosphère de maison, où on peut venir faire un séjour de répit, aidant, aidé, ou l'aidant seul ou l'aider seul, 30 jours par an, utilisable comme les familles le souhaitent. Tout le projet Maison de Répit est centré sur le bien-être des aidants et sur ce que la Fondation France Répit a qualifié de soins de répit. Donc c'est vraiment d'avoir une approche globale et systémique des situations, de dézoomer de juste la prise en charge du patient et de se dire qu'en fait l'impact de la relation d'aide sur la santé des aidants, aujourd'hui on le connaît, on peut le quantifier, le qualifier et l'enjeu est de le prévenir et de réussir à prévenir l'épuisement des aidants. Donc pour ça, la Fondation France Répit développe ses maisons de répit, une première à Lyon qui existe depuis 5 ans, une deuxième qui va ouvrir là en Ile-de-France à l'été 2026, dans le 92. Et c'est vraiment une maison pour un séjour de répit où l'aidant va être pris en charge. Donc l'hébergement du proche et la prise en soin du proche malade est une condition au répit, mais c'est pas une finalité en soi, c'est pas un lieu d'hébergement temporaire, c'est vraiment une maison de répit où tous les soins vont être centrés sur l'aidant. Donc il va y avoir une consultation médicale avec le médecin de la maison de répit pour le proche aidant, faire un bilan sur sa santé, parce que souvent on sait que les aidants aussi oublient d'aller faire n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps ou ne s'autorisent pas à prendre soin de leur propre santé. Oui, se négligent soi-même en fait. C'est ça. Et s'oublient eux-mêmes complètement. Ouais. Avoir des temps d'échange entre aidants également, avoir renoué aussi avec une vie sociale, une vie culturelle, avoir des temps de bien-être et surtout d'accompagner le avant, pendant et après le séjour. Et donc ces maisons de répit fonctionnent avec des équipes mobiles de répit qui vont se déplacer au domicile des familles pour évaluer le besoin des aidants, pouvoir les orienter vers des solutions de répit.
Donc ça peut être un séjour dans la maison de répit, mais ça peut être d'autres solutions. Et je vous invite à venir nous voir après sur le village pour avoir connaissance de tout ce qui peut exister comme solution de répit en France pour les aidants. Et surtout le après-séjour, parce qu'une fois qu'on a eu cette bulle de répit dans la maison et qu'on rentre au domicile, ou le proche peut être aussi en établissement, l'idée c'est que le même disjoncteur ne saute pas 2 mois plus tard et de pouvoir vraiment re-questionner le sens de cette vie complètement bouleversée par l'accompagnement d'un proche fragilisé. Alors ces sujets sur les aidants, ce sont des sujets très importants, hein. Vous y êtes tous confrontés ici autour de cette table par vos actions, évidemment, et par tout ce que vous vivez. Les aidants, c'est essentiel. Le domicile, lieu de toutes les préventions, vous le disiez, Bertrand Fougère, en ouverture de cette table ronde, il y a urgence aujourd'hui à s'occuper justement de ces préventions. Vous avez mis en place un dispositif numérique. Vous nous expliquez un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, vous pensez au programme ICOP, là ? Ouais. Alors, c'est pas moi. C'est l'Organisation mondiale de la santé, et je ne suis pas l'Organisation mondiale de la santé. Mais vous êtes un des acteurs, en tout cas. Alors, on est territoire pilote, comme 13 territoires pilotes en France. C'est drivé par le Gérontopole de Toulouse, qui est le centre collaborateur de l'OMS pour la France. Et donc, c'est un programme qui part du constat que si vous buvez une bouteille de whisky tous les jours et que vous mangez McDo matin, midi et soir, j'aurais du mal à faire de vous un vieux en bonne santé. Et que la population, justement, vieillit et qu'il faut qu'on arrive à entretenir nos fonctions essentielles pour vieillir en santé. Et les fonctions essentielles qui ont été définies par l'OMS, c'est je suis bien avec ma mémoire, et donc c'est les fonctions cognitives. Je suis bien dans mon corps, et donc ça, c'est l'activité physique. Je mange bien, la nutrition, j'entends bien, je vois bien, et j'ai un bon moral. Et donc là, c'est 6 fonctions. C'est beaucoup de coups, hein. C'est 6 fonctions essentielles qui permettent de se dire on peut espérer vieillir en santé en entretenant ces 6 fonctions essentielles. Et donc ce programme de l'OMS, il commence à partir de l'âge de 60 ans, en se disant à partir de l'âge de 60 ans, vous téléchargez une application. Alors vous tapez ICOP sur votre téléphone et vous trouverez les différentes applications qui sont disponibles. Et ICOP, c'est ICOPE. ICOPE, oui, pour Integrated Care Older People, c'est soins intégrés pour la personne âgée. Et donc, vous téléchargez l'application, vous faites le programme ICOP. Donc, par exemple, pour la mobilité, pour évaluer votre mobilité, on va vous demander de vous lever d'une chaise 5 fois sans les accoudoirs et ça va mesurer le temps. Si le temps est trop important, à ce moment-là, vous avez potentiellement des fonctions physiques qui sont altérées. Mais c'est vraiment un test de repérage. L'idée, c'est comme le dépistage par la mammographie du cancer du sein chez les femmes de 50 ans ou le dépistage du cancer colorectal, etc. L'idée, c'est que ça soit une vraie démarche de parcours de soins. C'est qu'une fois qu'on a fait un repérage, il faut être en capacité de faire une évaluation et une intervention derrière. Et c'est là où arrive, j'allais dire, tout le système de santé. C'est que ce repérage que vous avez fait, si en effet il y a une altération, ça part suivant les régions, là en ce moment, soit c'est un gestionnaire d'alerte, soit directement chez votre médecin traitant. Et le médecin traitant, il dit, faut que je pousse l'évaluation de façon plus approfondie. Vous mettez plus de temps pour vous lever de votre chaise. Pourquoi vous mettez plus de temps ? Est-ce que c'est parce que vous avez perdu plein de muscles parce que vous ne mangez pas bien ? Est-ce que c'est parce que vous avez de l'arthrose au genou, à plus savoir qu'en faire, et donc forcément vous levez moins bien de votre chaise ? En tout cas, c'est connaître la raison pour laquelle votre fonction physique est altérée. Parce qu'ensuite, derrière, après l'évaluation, il faut absolument faire une intervention qui va être ciblée sur votre capacité qui pourrait être diminuée. Et ça a été très bien dit, plus on le fera précocement, plus on interviendra précocement, plus ça sera réversible. L'exemple que je donne souvent, c'est une dame qu'on va appeler Simone, 85 ans, qui a une hypertension artérielle traitée depuis une trentaine d'années. Elle va voir son médecin traitant tous les 6 mois pour aller renouveler son traitement antihypertenseur et elle va à la pharmacie chercher son traitement. Et là, elle va à la pharmacie avec sa canne. Et le pharmacien lui dit, vous êtes tombé ? Non. Vous êtes fait mal quelque part ? Non. Pourquoi vous avez une canne ? Parce que je me sens plus en sécurité avec ma canne. J'ai un peu peur de tomber, donc je me sens plus en sécurité. Là, typiquement, vous avez une dame qui vient de passer d'un vieillissement robuste à un vieillissement fragile. Cette dame, vous la laissez avec sa canne, elle va marcher moins vite. Elle va peut-être tomber, attraper un déambulateur, être en fauteuil, devenir dépendante. Cette dame, quand on l'attrape au moment où elle attrape sa canne, 6 semaines d'activité physique à raison de 2 fois par semaine, elle lâche sa canne. Et elle retourne vers un vieillissement robuste, vers la réversibilité
de justement tout ça. Donc, démarche de prévention le plus précocement possible pour rentrer dans un parcours de soins le plus précocement possible avec l'aide du numérique. Et ça a un autre avantage sur ce programme ICOP, c'est que à 60 ans, quand vous interrogez les gens en leur disant « ça serait bien d'aller faire un programme de vieillissement en santé », à 60 ans, oui, mais Simone, 85 ans, elle va y aller facilement sur ICOP? Alors, elle y va plus facilement que celui de 60 ans. Ah oui? Celui de 60 ans, il vous regarde en disant un programme de vieillissement en santé? Ouais, c'est pas faux, ça. Il ferme la porte et puis il vous dit bah, salut, bonsoir. Hein. Et donc, parce que il sent pas. Donc là, il faut aller les chercher sur comment allez-vous? Ça serait peut-être le moment. Et donc, en fait, et puis ils vont bien. Les gens de 60 ans, d'une façon générale, ils vont bien et tant mieux. Mais l'idée, c'est que c'est quand même notre cible. Et donc, c'est un vrai programme, surtout aussi d'éducation à la santé. C'est de se dire, en dehors d'être une démarche parcours, prévention et de faire rentrer les gens précocement dans un parcours de soins, il permet de se dire, dès 60 ans, les fonctions essentielles que je dois maintenir pour vieillir en santé, c'est ma mémoire, mon activité physique, ma nutrition, ma vision, mon audition et mon moral. Et agir dans ce sens-là. Bon, moi, vous m'avez donné envie. Je ne sais pas si dans la salle, ça vous a donné envie. Moi, je pense que je vais y aller sur ICOP tout de suite après la table ronde. Tim, vous l'avez testé, justement? Je vous voyais manipuler sur oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait. Alors, juste une précision. Donc c'est un programme de l'OMS déployé partout dans le monde. Sur la France, on est sur un programme qui est en expérimentation jusqu'au 31 décembre 2024, puisqu'en fait, il fallait quand même voir un peu comment ça pouvait s'organiser, les freins et les leviers à l'implémentation d'un programme comme celui-là. Il va rentrer dans le droit commun à partir de 2025 sur tous vos territoires. Alors vous êtes peut-être déjà pour certains dans des territoires pilotes. Oui. Après, déploiement France entière à partir de 2025. Et vous avez des premiers retours déjà sur l'utilisation? Alors, les premiers retours qu'on a, c'est surtout de se dire que l'étape de repérage... Au départ, on était parti sur un programme qui était plutôt santé-centré. Oui. Et en fait, ce qu'on se rend compte, et ce qui est très bien, hein, c'est qu'on est tout sauf santé-centré. Et notamment sur l'étape de repérage, c'est que plus on mobilise des acteurs qui sont même en dehors de la santé, et plus on mobilise de monde, mieux c'est. Et on parlait des aides à domicile. Nous, on a fait des choses avec les aides à domicile qui sont là pour faire le programme ICOP, avec des entreprises de téléassistance, avec le groupe La Poste, avec des facteurs qui se rendent au domicile des gens pour pouvoir aller faire le step 1, etc. Et on laisse, j'allais dire, la partie évaluation et intervention pour les professionnels de santé. Et par contre, on investit tout le monde dans l'étape de repérage et les gens eux-mêmes surtout, hein, les aidants, etc. Il faut vraiment que tout le monde s'investisse dans ce programme en se disant je dois prendre en charge ma propre santé si je veux vieillir en santé. Voilà, vous avez évoqué six thématiques autour de l'ICOP. Vous en avez 7 à l'IRSEM avec la fabrique du mieux vivre. C'est un peu, alors c'est aussi une autre façon d'aller vers la prévention, Serge. C'est une vision long terme. Ouais. En fait, ce qu'on a voulu matérialiser par la création de cette fabrique du mieux vivre, c'est surtout l'ADN du groupe IRSEM, qui est, je rappelle, une entreprise à but non lucratif et qui, par la performance et ses collaborateurs, peut générer des résultats. Et notre objectif à nous aujourd'hui, c'est de se dire que nous avons la capacité de faire ce qu'on appelle un dividende social pour l'ensemble de nos publics que nous couvrons. Ce dividende social ne doit pas, à notre sens, être une dominante d'action sociale, parce que l'action sociale, ça a certains critères, mais doit bénéficier à tout le monde, dont la création de cette fabrique du mieux vivre, et que ce dividende social viendra alimenter. Ce qu'on cherche à faire à partir de cette thématique, et je vais vous en donner deux, histoire d'illustrer un petit peu notre vision, et nous sommes encore en train de la construire, et on va l'adapter, continuer nos innovations, qui va aller vraiment dans toutes les dimensions de l'accompagnement de nos publics, qui va aller vers à donner la parole à, parce que finalement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des dogmes, tous. On a tous des dogmes. Le professeur Fugère en 2 et 1, j'ai 60 ans, je ne m'intéresse pas encore à mon vieillissement, il faut que j'attende 85 ans. Et finalement, dans ce dogme-là, on est tous conscients qu'à partir de 50 ans, on perd la vue et il faut aller chez l'ophtalmo, qui fait partie d'une des fragilités ou identifiées par le programme de l'OMS. Et donc nous, on a voulu s'insérer dans cette priorité stratégique pour l'ensemble des directions du groupe et orienter nos actions pour déjà mieux connaître nos publics
et d'où la création aujourd'hui de la première chaire d'excellence en France dédiée au mieux vivre et aux vulnérabilités, qui aura pour objectif de transformer la recherche scientifique, parce que j'ai pas la prétention d'être médecin et de dire que telle action va mieux traiter telle vulnérabilité. C'est plutôt de se faire accompagner par des scientifiques qui vont mener des études et mener toutes ces études en solutions pratiques et qui ont leur résultante, j'ai envie de dire médicale, et on sait que ça fonctionne. Tout ça pour améliorer la pratique et le bien-être des individus et des communautés qu'on va faire. Donc ça, c'est un des leviers qu'on va porter dans une des thématiques, donc la chaire d'excellence. Et la deuxième, c'est la création d'un fonds d'investissement pour l'innovation en santé, qui est plutôt un fonds dédié au mieux vivre, dans lequel nous allons investir dans des entreprises qui ont pour but de travailler pour le mieux vivre pour nos publics. Et pareil, s'appuyer aussi sur des connaissances scientifiques, parce que demain, une start-up vient me voir et me dire j'ai un super vaccin contre l'arthrose. J'ai aucune compétence, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, de me dire que scientifiquement, ça marche et c'est ce qui va marcher demain. Donc se faire accompagner aussi d'une manière scientifique sur ces sujets-là pour mieux flécher nos futurs investissements en santé et en mieux vivre. Et donc vraiment s'insérer dans ce dispositif du aller vers et adapter, cibler ce que je disais tout à l'heure sur la prévention pour pouvoir en fait qu'elle soit adaptée à tous. Et je rappelle que dans le programme ICOP, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde, ouais. Tout le monde, c'est très très important. Parce que vieillir, moi-même, je vais y passer. Et donc, il faut qu'on soit... On vous le souhaite en tout cas. Voilà. Parce que, voilà. Moi aussi. Même si je fais rien pour ralentir tout ça, je continue à fumer et à boire, mais bon, c'est un autre sujet. Faut vivre aussi. Hein. Voilà. Ouais. Mais il y a des prises de conscience sur un certain nombre de choses. Il faut qu'on commence à le monitorer, à le suivre, excusez-moi, de l'anglicisme, à le suivre pour pouvoir en fait mettre des actions très simples pour pouvoir, c'est-à-dire par exemple le lever de chaise 5 fois, si vous le faites en plus de 14 secondes, c'est qu'il y a une difficulté, et la difficulté, il faut aller diagnostiquer cette difficulté qui peut venir peut-être d'une atrophie d'un muscle ou quelque chose comme ça, et intervenir le plus rapidement possible par des séances de sport. C'est très très simple, ça ralentit ce sujet-là, et finalement c'est une vulnérabilité qu'on va mettre derrière, etc. Et donc nous, notre intervention se fait pour les intervenants au domicile, pour pouvoir, en fait... je dois finir. Désolé. Mais vous me lancez sur un sujet, je peux faire 2 heures. Hein. Je vois. Vous êtes bien parti. Ouais. Et donc, je vais en arrêter là. Donc, notre vrai sujet, c'est pour l'intervenant au domicile, parce qu'une intervenante au domicile en bonne santé et qui vit bien et qui n'a pas de charge mentale liée à de l'aidance ou des choses comme ça, c'est quelque chose, une dédication de la personne vers la personne âgée. C'est le cercle vertueux, l'écosystème qu'il faut pousser. Et ça crée du lien social, ça évite l'isolement social, qui fait aussi partie de ces fragilités qu'on oublie souvent de dire, mais on l'a vu, et je le répète de manière très flagrante pendant le Covid. L'humain a tendance à l'oublier. Moi, j'ai tendance à le rappeler que pendant le Covid, on a laissé les personnes âgées toutes seules chez elles, qui ne pouvaient pas avoir la visite de leur famille, qui ne pouvaient pas avoir des choses. Et donc, on peut présager que ça a accéléré des états mentaux, des fragilités. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas applaudi les intervenantes au domicile. On aurait dû, parce que finalement, c'était le vrai lien social. On l'a fait pendant le Covid faire. Et on le fait beaucoup moins, effectivement. Mais pas sur les auxiliaires de vie. On les a fait pour les médecins, pour la police, etc. Mais les intervenants au domicile, il ne me semble pas qu'on les a applaudis. En tout cas, moi, je les applaudis. On les avait applaudis ici, au Salon des services à la personne. Effectivement, vous avez raison. J'aimerais, Pierre Roux, que l'on revienne un petit peu sur l'aspect du domicile aujourd'hui, qui devient vraiment alors un lieu de prévention, bien sûr, mais un choix aussi de la part des personnes âgées. On n'a pas trop envie d'aller en EHPAD, en fait, quand on est âgé. On veut rester à domicile, d'où c'est important, effectivement, de toutes ces actions de prévention que l'on mène aujourd'hui, qui sont menées. Et Bertrand Fougère le disait, il faut les accélérer aujourd'hui. Oui, merci. Effectivement, j'entends ce qui est dit. Et l'ADEPA, c'est des directeurs qui travaillent à domicile et aussi des directeurs qui travaillent en établissement.
Et donc, on a un petit peu cette observation, ce panorama. Et donc, j'entends et je sais que nous avons conscience que l'ensemble de nos concitoyens disent tous on veut rester à domicile. Alors, il faut un petit peu aller peut-être plus loin et voir ce que ça signifie au fond. Je vais vous prendre un exemple pour situer les choses. J'allais à l'époque, maintenant je ne le fais plus, mais toujours assurer des visites à domicile. Je suis directeur d'établissement d'accueil pour personnes âgées. Et j'allais toujours au domicile des personnes pour recueillir leur consentement et puis commencer à voir quels étaient leurs besoins, leurs attentes, leurs aspirations pour déjà concevoir le projet de vie. Et une fois, je vais chez une dame, je sonne à la porte dans son appartement, personne ne répond. Je repars, j'appelle la fille, je lui dis écoutez, je suis désolé, elle n'est pas chez elle, elle me répond ça, c'est pas possible. Ma maman est sourde et aveugle, je vais aller la voir, on prend rendez-vous telle heure à tel jour et je la préviens que vous arrivez. Donc j'y vais, évidemment, impoliment, je rentre, sans frapper, ça ne sert à rien. Et je parle avec cette personne et que me dit-elle ? Elle me dit, monsieur, mon domicile est devenu ma prison. Ça ne s'invente pas, ça se vit. Donc, à travers cet exemple, je voudrais illustrer le fait que pour nous, pour l'ADEPA, ce qui compte avant tout, c'est que chacun de nos concitoyens puisse bénéficier d'un choix de vie. Et ça commence par là où je vis. Deuxièmement, l'ensemble de nos concitoyens ont besoin de bénéficier toujours d'un domicile. Par conséquent, ça signifie que si une personne ne peut plus rester ou ne souhaite plus rester parce que c'est devenu sa prison dans son domicile d'origine, encore faut-il que la société lui propose un domicile de substitution. Or, nos établissements doivent tous devenir, sans exception, des domiciles de substitution, des domiciles regroupés avec des fonctions sociales, médico-sociales, culturelles, n'oublions pas la culture, on y reviendra, qui soient mutualisées. Ce sont des choix de vie. Alors je suis désolé, mais nous avons dans nos établissements, et ça n'enlève aucun mérite au domicile, il ne faut pas opposer les deux. Les deux sont complémentaires et synergiques, nous faisons le même métier. Aider chacun de nos concitoyens à rester dans une dimension domiciliaire jusqu'à son dernier souffle et citoyen et libre de ses choix. C'est à ça que nous contribuons. Donc, pour nous, à l'ADEPA, tout doit reposer sur les choix de vie. On dit souvent la perte d'autonomie. Or, l'autonomie, autonomos, ça veut dire je fais mes choix de vie. Donc, il faut, alors on va utiliser le terme d'autodétermination, de pouvoir d'agir, mais c'est ça qu'il faut aller dans notre société, rechercher au bénéfice du grand âge. Alors évidemment, vous avez parlé tout à l'heure, mais finalement la santé, c'est pas ça qui les a fait venir. Enfin, je caricature, professeur, mais d'une certaine manière, à partir de 60 ans, si on veut encourager les gens comme moi à aller faire des choses, c'est le sens qui va compter, c'est l'aspiration. Il faut s'appuyer sur le désir. Il y a deux moteurs dans la vie, la peur et le désir. La santé, quand on dit attention, si tu fais pas ça, tu iras en établissement. On agit sur la peur. Ouais. Alors qu'en fait, si on agit sur l'aspiration des gens, on leur donne envie d'aller apporter ce qu'ils ont à communiquer, le miel de la vie, autour d'eux, à l'échelle de leur territoire. Et à partir de là, on pourra aller vers les capter leur attention et mettre en pratique le programme ICOP qui devrait se décliner dans tous les domaines que vous avez cités, dans les 6 domaines au fond, pour que le bien vieillir puisse s'instaurer. Pardon, je voulais réagir et à Timothy également juste après. Ouais. Non, juste très rapidement, et en plus je partage, mais même le mot, on peut vous parler de prison, mais je me suis fait reprendre sur une conférence par quelqu'un et maintenant je fais attention dans ce que je dis, mais maintien à domicile. Le mot maintien à domicile. Donc maintenant j'utilise le mot soutien à domicile. Ouais. Mais par rapport à maintien, en fait, qui est un peu dur, et en fait dans le message des gens qui veulent rester à domicile. En fait, ce qu'il faut entendre, c'est « je veux surtout pas aller à l'EHPAD ». Et donc, là aussi, on a à travailler, en fait, parce que, en fait, l'idée, c'est que demain, je vous ai parlé un peu de démographie, quoi qu'il arrive, mathématiquement, il y aura plus de personnes âgées en perte d'autonomie qui auront peut-être besoin de nos établissements aussi. Et donc, il faut qu'on travaille aussi en disant, le choix de vie, c'est que vous restiez à domicile, mais
Si vous pouvez plus rester à votre domicile, eh ben, c'est pas la catastrophe d'aller à l'EHPAD. Et donc, qu'on voit aussi comment on peut travailler tout ça. Et je reviens très rapidement pour laisser la main, mais sur l'anticipation. Je le dis souvent à mes patients quand je les vois en consultation, je dis, vous avez préparé votre contrat obsèques, tout est prêt, ils savent qu'ils vont être enterrés ou incinérés, la feuille de messe est prête pour certains, etc. Et ça, je leur dis, ça ne vous fait pas mourir. Hein. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre autonomie ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Quel est le choix que vous avez fait ? Est-ce que vous êtes en capacité de rester justement dans votre domicile ou un autre domicile ? Parce qu'en effet, votre domicile que vous avez, ça sera peut-être un autre. Vous habitez peut-être dans une maison avec 2 étages, avec plein de chambres, parce que vous aviez les enfants, etc. Et que votre domicile de demain, c'est peut-être un appartement avec un ascenseur, etc. Qu'est-ce que vous avez envie ? Est-ce que, autrement, vous allez en institution ? Et si oui, laquelle ? Est-ce que vous avez été voir ? Est-ce que vous êtes renseigné ? En tout cas, faites vos choix. Et parce qu'après, derrière, je leur dis un peu, pour les piquer un peu, je leur dis, franchement, parce qu'ils disent, ça protège mes enfants. Je dis, moi, franchement, je préfère aller faire un contrat obsèques que m'occuper de vous pendant 2 ans. Donc, si vous voulez protéger vos enfants, anticipez sur vos choix de vie quand potentiellement, vous serez en perte d'autonomie. Et le fait d'y penser, comme préparer son contrat obsèques, ça ne vous fait pas perdre votre autonomie, ça vous laisse juste le choix de vie et de garder justement l'autonomie du choix. Alors, il nous reste 1 minute, donc à Tim. Après, j'aimerais bien qu'on écoute Fleur et un mot de 2 choses très rapidement. Stéphane Da Silva aussi. Aujourd'hui, il y a un poids social et sociétal pesant, extrêmement lourd autour du vieillissement. Aujourd'hui, vieillir, on le refuse, et c'est une fois qu'on est dedans que tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Le problème, c'est qu'il faut changer. On refuse en même temps, la société ne nous aide pas. Non, la société pousse de plus en plus à ça. Aujourd'hui, vous êtes. Il suffit simplement de regarder les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Déjà, on vous traite de senior à 50 ans. Comprendre que. Oui, bon, au-delà de ça, mais aujourd'hui, quand vous êtes en situation de handicap, quand vous êtes personne âgée, quand vous êtes une personne malade, vous êtes déjà au banc de la société. Le système vous met au banc de la société. Donc, déjà, il y a une difficulté. Maintenant, l'adaptation systématique, moi, j'ai vu dans certains EHPAD, par exemple, l'idée d'ultra-personnaliser les apports dans certains couloirs, et notamment, alors c'est une petite idée, j'en suis désolé, je vous sais, l'idée de photographier la porte d'entrée de la maison de la personne, la reprogrammer en image à la taille de la porte du lieu où habite la personne en EHPAD et la remettre dessus. Personnaliser littéralement cette porte, c'est-à-dire donner une image et redonner une image. Ça fait partie d'idées qui peuvent paraître complètement légères, mais qui ont un poids au niveau du psychologique extrêmement intéressant. On a presque pris la porte de la maison qu'on est venu mettre. Il faudrait peut-être même imaginer un programme qui permettrait de ramener la porte d'entrée de la maison dans la porte à l'EHPAD. Ce sont des petites idées comme ça qui peuvent amener progressivement. Et effectivement, comme disait le professeur, il y a une chose qui est très importante, c'est que on ne se prépare pas à ça. Et qu'effectivement, on est presque obligé de passer par des explications détournées pour vous dire, voilà, vous ne serez pas un poids pour vos enfants, donc pensez à le préparer. Oui, pensez à vous. Pensez d'abord à vous. Il va y avoir fatalement un changement dans votre vie. Vous habitez une maison où il y a des étages. Il y a un moment ou un autre, il va falloir comprendre que ça ne sera plus gérable. Mais ça ne veut pas dire non plus quitter la maison. Ça veut dire peut-être pouvoir, comme je suis belge, aujourd'hui, on incite de la colocation avec des étudiants dans des espaces. La personne ne veut pas de colocation, elle veut rester toute seule. Il y a des solutions avec des nouveaux métiers dont on parlait tout à l'heure, les ergothérapeutes, les ergomotriciens. Il y a des gens qui sont là pour adapter de plus en plus. Il faut aller chercher ces solutions. Elles existent. Merci beaucoup. Alors, il y aura encore plein de choses à dire. J'avais plein de questions, mais je n'ai pas le temps de vous les poser. Juste un mot, Fleur Desrousseaux, quand même, pour terminer, pour revenir sur l'aspect des aidants, parce que je sais que ça intéresse beaucoup le public qui est là. Comment on fait pour aider un aidant qui ne veut pas être aidé ? Ça, c'est une vraie... Non, mais c'est pas la question la plus simple. Ça arrive très souvent, en fait. Ouais, bien sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est avant tout difficile de se reconnaître en tant qu'aidant. Et quand on parle des aidants, on parle de proches aidants. Et j'aime beaucoup la terminologie des Québécois qui parlent même de personnes proches aidantes. Donc c'est toujours remettre dans le contexte de c'est avant tout des personnes qui sont des proches, donc il y a un lien de proximité, d'affection, d'amour, d'histoire de vie ensemble. Et qui aident, qui sont dans une situation d'aide parce qu'il y a un accident de la vie, un handicap, une maladie qui vient s'immiscer dans la relation.
Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque situation est unique. Un aidant qui ne veut pas se faire aider, c'est aussi un choix. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la question du choix. Alors, on peut dire que quand on est aidant, on n'a pas le choix, en fait. Qui va s'en occuper si c'est pas moi en tant que proche qui m'en occupe? Et en même temps, c'est aussi un choix, et l'équipe mobile de répit qui fonctionne avec les maisons le respecte énormément, de se faire aider ou non. Pour vous donner un exemple, à Lyon, 1/3 seulement des familles accompagnées par l'équipe mobile font des séjours dans la maison de répit. C'est-à-dire qu'ils savent que cette solution existe, que si un jour ça craque, même si on leur dit qu'on essaye de prévenir plutôt que de guérir, si un jour ça craque, il y a cette solution à mobiliser. Mais juste d'avoir été visité au domicile, écouté dans son besoin, reconnu dans son rôle d'aidant et de savoir que des solutions sont mobilisables, entre guillemets, ça suffit pour l'instant, et c'est leur choix aussi d'être à temps plein, H24, auprès du proche, dans des situations, alors chaque situation est unique, mais je pense à des maladies létales, où on sait que la fin de vie va arriver plus tôt que prévu, c'est un choix de passer tout le temps qui reste avec son proche, et c'est souvent après qu'on accompagne aussi les aidants post-aidants, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'ils sont disponibles. 10 secondes, Bertrand. Presque une phrase de conclusion. Ouais. Non, c'est juste pour rebondir. Ce que je dis souvent aux gens, aux proches aidants qui sont des aimants, je leur dis, vous êtes d'abord des aimants, et si vous passez tout votre temps à aider, vous n'aurez plus de temps pour aimer. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous donner à chacun 1 minute de conclusion. On n'a pas le temps. Mais par contre, évidemment, si vous avez des questions, vous pourrez rencontrer nos 6 intervenants tout de suite, puisqu'on va enchaîner sur une table ronde suivante. 2 secondes, monsieur. Voilà, vous allez pouvoir rencontrer Pierre Roux et tous les intervenants dans quelques secondes. Merci à vous tous, merci à vous 6. Merci de vos interventions, c'était pertinent. Il y avait plein de choses encore à dire. On n'a plus le temps, malheureusement, mais vous allez pouvoir donc discuter avec les personnes si vous le souhaitez. Merci à vous. On les applaudit. Merci.